Merci beaucoup. Merci à vous, vous me faites beaucoup d'honneur. Mesdames et messieurs, bonne soirée. Comme d'habitude, je vais toujours en improvisant et en essayant, en même temps que je parle, de réfléchir quelque peu. Alors, ce soir, en prenant la route, je pensais d'abord vous faire un état des lieux de nos différentes armées, mais en rappelant quelques éléments qui ne sont jamais évoqués. D'abord, l'intitulé, c'était bien sûr l'outil de défense. L'outil de défense, pourquoi faire? Et une chose qui m'a toujours frappé, c'est le découplage entre la politique étrangère, la Commission des affaires étrangères, l'Assemblée nationale, et les questions de défense. Alors en fait, la défense, tout ce qu'on appelle la défense, est un outil destiné non seulement à assurer la sécurité du pays, quel que soit le lieu et l'heure, mais aussi à permettre à notre économie de fonctionner, parce que je suis persuadé que sans défense, il ne peut pas y avoir, contrairement aux vies actuelles, dans le monde réel, l'économie qui puisse fonctionner. Et puis, surtout, apporter une vision du monde, et une vision du monde pour la France, qui reste une puissance avec une histoire longue, en un moment où nous voyons se déliter des risques de délitement dans un grand pays européen plus au sud, qu'est l'Espagne, et avec une situation qui, je crois, devrait tous nous déchirer le cœur, quels que soient les attachements qu'on puisse avoir les uns et les autres pour des patries locales. Je crois que l'échelle pertinente aujourd'hui reste la nation. C'est un de mes présupposés. Donc découplage entre les questions de politique étrangère et de défense. Quelle vision du monde voulons-nous porter? Quelle vision du monde voulons-nous apporter à nos enfants et nos petits-enfants? Ces sujets, malheureusement, ne sont jamais abordés sur les questions de défense. Deuxième élément que je voudrais aborder assez rapidement ce soir, sont les questions aussi industrielles, qui sont toujours laissées de côté, en constatant depuis les 10 dernières années une vente régulière de nos attributs, de nos industries, aux puissances d'outre-Rhin, qui sont à la fois des partenaires, mais aussi notre première concurrente, puisque l'Allemagne est notre première partenaire, mais aussi notre première concurrente commerciale, avec des calculs à court terme que j'ai entendus, disant par exemple nous allons vendre Nexter parce que, vous savez, la descendante de Giat, nous allons vendre Nexter parce que le carnet de commande est plein, donc les Allemands vont racheter Nexter, ça nous fera de l'argent et que cet argent va acheter les blindés dont l'armée de terre a besoin. Oui, mais quel est le coût d'après? Quel est le coût d'après quand les brevets sont partis, quand les ouvriers sont plus là et quand les ingénieurs surtout ont disparu? Donc toujours une politique aussi à court terme qui est un peu la marque de ces 20 ou 30 dernières années. Troisième point très important pour moi, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et à venir, la question de l'accès aux matières premières. Le dernier livre blanc sur la défense et la sécurité ne consacre qu'une phrase en haut d'une page sur les terres rares. Vous savez, ces terres dont sont extraits les métaux dits rares, et même dans vos éoliennes, j'avais posé la question, vous avez éventuellement une pièce fabriquée en métal rare qui permet de faire tourner l'éolienne. Couper l'approvisionnement sur ces matériaux, et c'est toute votre industrie, non seulement de défense, mais aussi automobile, informatique, qui s'effondre, ce qui montre bien la grande fragilité de nos sociétés. Donc l'outil de défense sert à tout ça. Et puis un autre point auquel il sert de manière structurante, c'est le lien entre les individus qui constituent ce qu'on appelle une nation. C'est pour ça que je pense que nous sommes quelques-uns à penser que sans cet outil de défense qui est la descendante de l'Ulster royal, il ne peut pas y avoir de constitution d'une nation, et nous retomberions à ce moment-là dans une Europe un peu moyenâgeuse, ou de certaines séries d'heroic fantasy, avec des cités-États qui lèveraient l'impôt à leur porte, une inégalité de traitement entre citoyens, et ce monde est déjà dans l'esprit de quelques-uns de vos élus, parce que je me souviens de collègues alsaciens qui avaient commencé à m'expliquer qu'il était anormal que les personnes âgées retraitées sur le secteur où j'habite actuellement, qui est en Champagne-Ardenne, donc c'est un secteur assez pauvre, aient des pensions aussi élevées que ceux d'Alsace, créant par là même un monde futur où, en fonction de la région où vous habiterez, vous aurez un traitement différencié pour soi-disant faire des économies, ce qui fait que si vous êtes né et vous vivez sur une région pauvre, vous serez condamné à y rester ad vitam aeternam. Donc on voit bien que tous ces sujets
sont liées à la question de l'outil de défense. Alors quel est l'état de cet outil aujourd'hui, puisque c'était le sujet? Armée par armée, si vous me permettez, par-delà la gloriole technologique qu'on entend souvent, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est le facteur humain qui reste le facteur le plus important, le facteur limitant, résistance à des conditions extrêmes, résistance à la souffrance, résistance à la mort, résistance à la projection loin de chez soi, qui détermine le moral des troupes et la capacité de mener les missions à bon terme. Premier élément, sur notre armée de terre qui est la plus nombreuse. Nous avons une armée de terre qui est un niveau historiquement faible, 100 000 hommes à peu près. Ça ne veut pas dire que nous avons 100 000 combattants. Nous avons à peu près une grosse quinzaine de régiments de mêlée, c'est-à-dire de régiments vraiment capables d'aller au feu, et quelques régiments blindés, avec beaucoup de nos chars de combat comme le Leclerc, qui sont en fait sous compon, qui ne sont pas opérationnels. Ce qui fait que vous aurez beaucoup de mal à faire des recherches sur Internet et savoir exactement, au-delà des chiffres globaux, au-delà des presque 400 de Leclerc, combien sont réellement opérationnels. Et j'attire l'attention d'ores et déjà sur cette question. La grande problématique des outils de défense, c'est qu'il faut maîtriser tout, finalement, du couteau au sous-marin nucléaire d'attaque. Vous devez posséder, à mon sens, dans le monde réel, l'ensemble des objets que l'humain a inventés dans sa grande malice pour s'étriper, s'éventrer et s'exterminer mutuellement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas inventer une armée de terre, par exemple, où les soldats ne soient pas capables de tirer avec un fusil d'assaut, éventuellement d'utiliser une baïonnette, de faire du combat au corps à corps, ou d'utiliser des missiles anti-chars ou anti-aériens de dernière technologie. Donc nous avons un appareil extrêmement réduit, avec une grande difficulté pour les jeunes officiers qui commandent ces régiments, qui sont d'à peu près 1000 personnes, c'est que quand vous allez les visiter, ils ont un temps triple. Vous avez un temps, normalement, qui devrait être un temps d'entraînement, un temps de projection et un temps de repos. Et l'entraînement est très important parce que c'est la gage de survie au combat. Le but du jeu, c'est que les gens rentrent vivants. Une fois remplie la mission, mais vivants. C'est le but de tout chef, de protéger ses hommes et de les ramener à la maison. Or, vous avez tous entendu parler de ce qui s'appelle Vigipirate, l'opération Sentinelle. En fait, quoi qu'on en dise officiellement, les temps qui sont consacrés à l'opération Sentinelle sont pris sur le temps d'entraînement. Ce qui fait que nous avons une crainte qui est un affaiblissement des compétences de combat pour nos soldats. Cette armée de terre, elle roule, vous le savez, avec des conditions logistiques extrêmes, des voies de communication étendues en Afrique, au moment où je vous parle, au Mali, où il était question de ne rester au départ que quelques mois, où je ne vois pas de solution politique arriver, et où je crains toujours que nous ayons un moment, un coup difficile. Du reste, vous l'avez vu pour les pièces d'artillerie mobiles qui ont été envoyées en Irak, la mort n'est jamais loin, même pour les artilleurs, même entourés d'un appui aérien conséquent, même avec la supériorité aérienne, même encadrés par d'autres unités. La mort plane quand même toujours pour nos soldats, qui vont en opération extérieure certes, mais en fait qui vont de plus en plus au combat, ce qui fait que si vous assistez aux cérémonies patriotiques, vous verrez de plus en plus de gens avec des médailles, comme les maréchaux soviétiques, ce qui change par rapport aux années 80, où en fait, il y avait beaucoup moins de projections de force, beaucoup moins d'opérations de guerre. Donc cette armée de terre, elle est extrêmement réduite, et cette réduction a un impact, je l'ai dit, sur l'entraînement, et un impact aussi sur le moral, éventuellement, du commandement quand il est jeune. Parce qu'en fait, les gens ne s'engagent pas pour aller patrouiller dans les gares, ils ne s'engagent pas pour rester au pays, ils s'engagent en fait pour crapahuter et vivre une aventure. Et on leur dénie finalement un peu cette aventure, et on ne leur donne pas les moyens de fonctionner. Alors les moyens, j'ai évoqué rapidement les moyens lourds. Il y a une arme pour laquelle on doit s'inquiéter, qui est l'artillerie. Nous n'avons plus qu'à peu près une quarantaine, en gros, de canons César, ces pièces de 155 mm sur camion. Donc ça, le César, c'est très bien quand vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas capable de faire des tirs de contre-batterie, puisque vos artilleurs sont exposés au feu de l'adversaire, ils sont équipés évidemment avec leur espèce d'armure individuelle dont toutes les armées du monde dotent aujourd'hui leurs soldats.
mais ça n'est pas de la même protection quand vous avez un blindage, comme c'était le cas auparavant, dans un schéma OTAN-Pacte de Varsovie, où des deux côtés, vous aviez des pièces d'artillerie sur chenilles et dans des casemates blindées. Et puis, j'ai une inquiétude sur la compétence industrielle de la fabrication des tubes d'artillerie que nous sommes en train de perdre. Donc, première arme pour laquelle je suis inquiet. Deuxième arme, vous avez reçu Vincent Desportes. La différence que j'ai avec Vincent Desportes, c'est qu'à un moment, Vincent Desportes était beaucoup sur le léger, sur l'idée d'avoir des unités extrêmement mobiles et presque finalement une armée de commando. Or, quand vous regardez l'état des combats aujourd'hui, prenez l'exemple de l'armée israélienne. L'armée israélienne, lorsqu'elle se lance dans une opération, emploie les chars Merkava et le dérivé du Merkava, qui est le Namer ou Namera, qui est un châssis de char Merkava qui est le mieux protégé du monde, enfin le plus protégé du monde, et qui emporte les fantassins dans les conditions de sécurité les plus importantes jusqu'au point de contact. Quand vous regardez ce qui s'est passé en Afghanistan, prenez le cas des Canadiens, j'avais eu la chance d'aller à Kandahar, j'avais vu quelques chars de fabrication allemande Léopard de type 1 à canon 105 mm qui avaient été légèrement surblindés. Très vite, les Canadiens ont envoyé la dernière version du Léopard 2 qu'ils avaient acheté pour que leurs hommes soient le plus protégés possible. Donc dès qu'on a affaire à du feu, dès qu'on a affaire à des mines, dès qu'on a affaire à des engins explosifs improvisés, donc vous connaissez tous les uns les autres, effectivement, on a tendance à protéger de plus en plus ces hommes. Donc méfions-nous de cette idée de considérer que les combats du futur, qui se dérouleront sans doute en zone urbaine ou proche de la mer, puisque la majorité des humains sont en proximité de l'océan aujourd'hui, à imaginer qu'il ne faudrait pas de la protection. Et ça, c'est une crainte peut-être très sérieuse que j'ai, pour des raisons de coût budgétaire, puisque l'entretien, on y reviendra, est souvent un facteur limitant plus que l'achat du matériel. Donc une armée de terre qui est fatiguée, qui est sur plusieurs théâtres d'opération, avec des régiments où le commandement ne sait plus très bien comment arriver à maintenir l'entraînement et respecter les demandes du politique, et une armée donc qui se pose une question très simple. Si jamais aujourd'hui avec Sentinelle nous avions un coup dur, nous n'aurions pas les moyens d'y répondre. Parce que 100 000 hommes tombaient à peu près à 20 ou 30 000 combattants qui seraient capables d'être opérationnels au moment venu. Là-dessus, vous avez peut-être 5-6 000 qui sont déjà en opération extérieure, une huitaine de milliers qui sont pris par Sentinelle. Ça fait plus beaucoup grand monde, y compris pour répondre avec les quelques régiments du génie qui nous restent aux conditions climatiques ou éventuellement sur un tremblement de terre, par exemple comme la Côte d'Azur, comme on peut en attendre un éventuellement dans le siècle qui vient. Pour ce qui concerne l'armée de l'air, là les choses sont aussi très compliquées. Je crois qu'en 2016 était sorti un rapport qui disait que nous n'avions que 20 Rafales à peu près en état de vol. Quand je suis allé à Djibouti il y a quelques années, nous avons volé, même si c'était du matériel d'armée de terre, mais c'était du volant, nous avons volé en formation avec 6 Pumas. Ça devait représenter à peu près 50% des hélicoptères qui étaient opérationnels au même moment. Vous avez donc une flotte pour l'instant qui est mixte, avec du Mirage 2000, dont 3 de ces versions. La version nucléaire 2000-N qui est en train d'être retirée du service, puisque vous avez 2 escadrons de Rafale, dont un près de chez moi à Saint-Dizier, qui assurent cette mission nucléaire. Et puis vous avez encore une trentaine de Mirage 2000-5 pour la supériorité aérienne, et quelques Mirage 2000D, une soixantaine, qui eux sont faits pour la pénétration, les attaques en profondeur dispositif ennemi ou l'appui-feu, mais qui ne disposent pas de protection style contre-mesure électronique, qui serait adaptée aujourd'hui à un adversaire qui disposerait de systèmes de défense antiaérien du dernier cri, et la modernisation du Mirage 2000D a toujours été le serpent de mer depuis une dizaine d'années. Et puis le reste, donc, c'est cette flotte de Rafale, à la fois le Rafale Marine pour le groupe aéronaval, et puis les Rafales dans les versions monoplace C et biplace B pour l'armée de l'air. Nous sommes à peu près, en fait, autour de 80 appareils. Et sur ces 80 appareils, au moment où je vous parle, je pense qu'on en a à peu près une vingtaine, une trentaine au maximum qui sont opérationnels. Ça ne fait pas beaucoup, en réalité. Et puis, une vignette clé que je voudrais vous donner, nous allons à Solenzar, en Corse, avec le chef d'état-major de l'armée de l'air il y a plusieurs années. Nous allons voir les derniers Mirage F1 qui étaient encore opérationnels et les Rafales.
Et je dis au chef d'état-major de l'armée de l'air de l'époque, je dis, mais écoutez, mon général, le problème que posent ces voyages, c'est que les députés qui vont revenir vont penser que la guerre se gagne avec 6 avions. Deuxièmement, que comme le Rafale est polyvalent, ils vont s'imaginer qu'une fois en l'air, le Rafale pourra tout faire. Non, puisqu'en fait, vous devez programmer votre vol, et puis vous devez choisir au sol les types d'armes que vous allez embarquer, et surtout, plusieurs choses que vous devez retenir pour l'armée de l'air. Premier point, un pilote, lorsqu'il fait la guerre, ne s'entraîne pas, il ne passe pas ses qualifications qui sont nécessaires pour maintenir ses capacités de vol de nuit, ses capacités pour être ravitaillé en vol, ses capacités pour le combat air-air par exemple. Il remplit une mission pour laquelle il est entraîné, mais il ne passe pas les qualifications pour le reste. Donc on peut avoir paradoxalement une perte de compétences. Deuxièmement, les avions ça s'use, ça doit s'entretenir, et parfois ça tombe au sol. Quand même une règle éditée par Newton, et on a régulièrement des pertes, donc jamais le politique ne tient compte de ces règles très simples, ce qui fait que votre flotte, elle a beau être maintenue à 80 avions, si vous ne calculez pas l'attrition, vous avez de gros problèmes. Autre point sur le Rafale, c'est que les boîtes noires qui sont dans les avions, elles évoluent régulièrement, mais tous les avions ne les ont pas au dernier cri. C'est pour ça qu'on parle de standard, et que nous arrivons à un moment où il peut y avoir 20 ans de décalage entre deux standards électroniques. Donc ça pose le problème de plus en plus important de la maintenance, même avec une seule flotte, avec une monoflotte et avec un seul type d'appareil. Le problème aussi que je soulève sur la flotte qui est constituée d'un seul appareil, les Américains, il y a quelques années, ont vu leur flotte de F-15, qui était leur chasseur de défense aérienne, supériorité aérienne majoritaire, cloué au sol pour les problèmes d'ailes. Que se passait-il si on avait le même problème sur le Rafale? Donc l'industriel a besoin d'avoir des commandes, certes, mais il a besoin d'avoir des commandes qui soient évolutives. Donc il a besoin qu'on laisse rentrer en service des versions de plus en plus perfectionnées pour maintenir aussi ses compétences. Et ça, c'est rarement évalué par le politique, puisque le but du jeu, c'est d'avoir son nombre fixe d'appareils, et comme si ce nombre fixe allait rester vivant pour les siècles et les siècles. Problème de soulevé par un avant-dernier chef d'état-major de l'armée de l'air aussi, qui voulait créer 2 types de pilotes. Les pilotes capables de rentrer en premier sur un théâtre d'opération, et une deuxième ligne un peu moins entraînée, qui aurait pu intervenir si, une fois les défenses de l'adversaire affaiblies. Je pense que c'est une vision très occidentale, qui consiste à imaginer que nous ne pourrions avoir comme adversaire que des gens dotés d'armements de 2e ou 3e catégorie. Rien ne dit qu'on ne puisse pas être un jour confronté à un adversaire qui posséderait des défenses antiaériennes de dernier cri. Rien ne dit quelle sera l'évolution de ces défenses antiaériennes dans l'avenir. Rien ne dit qu'on pourra avoir des ruptures technologiques qui permettront de fabriquer des systèmes de défense antiaériens à faible coût. Ça n'a pas un rapport direct avec ce que je vous dis, mais imaginez quelle va être la révolution des imprimantes 3D dans le domaine de l'industrie, dans la fabrication d'armes éventuelles à 1 ou à 3 coups, ce qui doit être un des cauchemars de toute la sécurité. Donc l'armée de l'air a ce problème de nombre, elle a ce problème aussi d'entraînement. Je ne sais plus par cœur le nombre d'heures d'entraînement de nos pilotes, mais il est largement en dessous des standards nécessaires. Et puis, il y a aux côtés de votre chasseur tout ce qui lui permet de le maintenir en l'air, voire de l'envoyer plus loin. Je vous parlais par exemple des ravitailleurs en vol. Le ravitailleur en vol avec lequel j'ai fait la chance de faire une mission de guerre en Afghanistan, le ravitailleur en vol sur lequel j'étais, il avait quasiment mon âge. C'est-à-dire qu'il a dépassé 50 ans. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui des compagnies aériennes civiles voler avec des avions de 50 ans? Comme imagineriez-vous vos voitures, surtout pour Madame le maire de Paris, ayant l'âge des véhicules de l'avant blindé, c'est-à-dire une quarantaine d'années? Et je ne vous parle pas de Rolls-Royce ou Mercedes de collection. Mais imaginez que, je ne sais pas si la Renault Clio existait il y a 40 ans, je ne sais pas quel est le modèle, je ne suis pas spécialiste, mais c'est un peu l'état général. Donc l'armée de l'air est confrontée à ça aussi. Troisième point, la marine, qui m'intéresse plus, parce que c'est là où je voudrais en venir. La marine nationale, elle a des moyens, on va dire, de 2 ou 3 types. Flotte sous-marine, nous avons 6 sous-marins nucléaires d'attaque, 4 bateaux qui sont des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins,
Flotte de surface, on a à peu près 18 frégates. Ça fait pas beaucoup. Un porte-avions et 3 bâtiments type Mistral destinés à projeter les forces. Alors le Mistral, je commence dessus parce que j'entendais les délires les plus absolus par rapport à la Géorgie. Vous vous souvenez quand un garçon qui était président de Géorgie, naturalisé ukrainien, puis qui a perdu sa nationalité ukrainienne, qui s'appelle Saakashvili, et qui a franchi dernièrement la frontière ukrainienne, à mon avis instrumentalisé par les Américains, à essayer d'aller chatouiller les griffes de l'ours russe. Vous avez des gens qui ont terminé en disant oui, si on avait vendu le Mistral à la Russie, elle aurait accéléré son invasion de la Géorgie. Ben non, parce que la Géorgie c'est un pays continental, vous avez 2-3 endroits où vous pouvez pénétrer très facilement, je ne vois pas l'intérêt d'aller faire un débarquement sur les côtes géorgiennes. Mais je vous dis ça parce qu'en fait, on voit bien ce qui est véhiculé dans l'imaginaire des gens, c'est-à-dire que ces bateaux, si vous écoutez un peu ce qui avait été dit, on les comparait un peu aux cuirassés du fin 19e, début 20e siècle. Pour ceux qui savent, pensez à la flotte de haute mer qui était magnifique, en particulier pour ses croiseurs de bataille au Jutland, la flotte de l'Empire allemand, alors qu'un Mistral, c'est une belle target pour un pilote de chasse, c'est très haut sur l'eau, c'est pas blindé, très peu défendu au niveau antiaérien, et pour l'utiliser, il faut vraiment être riche, il faut avoir la supériorité aérienne absolue, et puis pas de sous-marin ennemi trop dans les parages. Donc c'est vraiment un bateau destiné aux pays qui se pensaient supérieurs en tout jusqu'à présent, c'est-à-dire les pays occidentaux, et qui pensent qu'ils dominent complètement les mers au moment où il y a une prolifération sous-marine un petit peu partout. Sur le groupe aéronaval, moi je me souviens d'un de mes collègues qui avait dit oui, il faudrait faire une étude comparative pour savoir combien un avion peut embarquer de carburant et de bombes à partir d'une piste au sol et d'un porte-avions. Évidemment, il peut emporter moins d'un porte-avions. Sauf que l'avantage, c'est que si vous n'avez aucun pays tiers qui autorise vos avions à se poser, vous êtes obligé d'avoir une allonge considérable avec de multiples ravitaillements au vol. Et un avion qui est en ravitaillement au vol, c'est une très belle cible aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que quand vous avez un porte-avions qui se balade, dans les eaux internationales, il peut aller où il veut, et quand vous aurez entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la majorité des humains habitent dans des villes à proximité des côtes, et que vous aurez rajouté la composante nucléaire éventuelle, vous avez un outil politique majeur, et c'est une raison pour laquelle les Chinois, qui sont loin de ne pas être de grands stratèges, veulent se doter de plusieurs groupes aéronavals, le premier porte-avions étant, vous le savez déjà, presque opérationnel, avec cette limite que vous devez retenir, je pense, si un jour vous avez des responsabilités. Une armée de terre, il faut à peu près 10 ans pour la faire, une armée de l'air 20 ans, mais une marine c'est 30 ans. Regardez l'exemple de l'amiral Gorchkov qui a construit la flotte soviétique, et regardez les difficultés que le porte-avions russe Kuznetsov a eu à lancer ses avions, même lorsqu'il était au large de la Syrie dernièrement. Et pour autant, j'insiste sur la marine, parce que plus de 90% de nos approvisionnements arrivent par voie maritime, parce que nous avons un lac en face de nous qui s'appelle la Méditerranée, et que nous n'avons quasiment rien en Méditerranée, si ce n'est quelques bateaux dont la coque est si fine que même un ancien chef d'état-major de la marine se demandait comment il continuait à pouvoir prendre la mer. Et je pense qu'il faudrait faire des choix dans ce domaine, et que les choix que je proposerais modestement au niveau de la grande stratégie, ce serait de mettre l'accent sur la flotte. Parce qu'il y a très peu de flottes de haute mer qui existent dans le monde. Les États-Unis d'Amérique, qui à eux seuls représentent presque 50% des dépenses militaires, tout confondu. Les Russes qui essayent de revenir. La marine de Sa Majesté, dont avant le retour de ces deux porte-avions avait un tonnage inférieur à celui de la Royale, ce qui est un signe de décadence européen majeur. Évidemment, la France, et puis vous avez le Japon qui revient, qui se réarme, la Corée qui essaye, mais en dehors de ce club, vous avez très peu de vrais marins et de vraies flottes. Et il faut absolument protéger nos approvisionnements, nos voies de circulation, et seule la flotte peut le faire. Pour l'armée de terre, je pense que ce serait le temps de revenir à une période de pause et de reconstitution des forces.
Et non seulement pour les hommes, mais bien sûr pour les matériels. Nous avons une excellente expérimentation près de chez moi avec un régiment qui s'appelle le 5e régiment de Dragons. Et tout le débat pour l'armée de terre, vous savez, était, comme vous savez, entre le rapport entre le régiment et le GTIA, c'est-à-dire qui est descendant du Kampfgruppe, c'est-à-dire que vous prenez des pions, vous prenez un peu de blindés, un peu d'infanterie, un peu d'artillerie, et vous faites un groupe tactique interarmes. Le régiment permet de maintenir une culture, parce que certains s'étaient interrogés si on allait faire des bases uniquement déjà avec des GTIA consacrés, enfin constitués, pardon. Mais pour que ça fonctionne, il faut déjà que les gens connaissent la propre culture de leur arme. D'où l'intérêt de maintenir le régiment et encore une fois de maintenir toutes les compétences. Donc moi ce que je souhaiterais, c'est effectivement qu'on mette le paquet sur la flotte et puis qu'on permette à l'armée de terre d'avoir une pause. Pour ça, ça voudrait dire éventuellement de savoir ce que nous faisons au Mali. De savoir quel est le sens d'avoir quelques hommes en Irak et de forces spéciales en Syrie. Pourquoi faire? Et c'est là où on revient à notre première question. Petite défense, oui. Mais pour quelle politique étrangère, pour quelle vision du monde, pour quel avenir pour nos enfants, et quelle vision de la nation? Alors j'entends ici ou là des gens qui s'imaginent qu'on va augmenter le budget d'une défense européenne. Très bien, mais je ne vois pas, sauf à avoir un ennemi commun, en l'état actuel de notre développement, je ne vois pas, quand on parlait même du corps vous savez, de garde frontière européen, je ne vois pas un officier slovaque commander des sous-officiers hongrois et des fantassins grecs aux frontières de la Grèce. En quoi les Grecs accepteraient-ils sur leur sol d'être considérés comme des gens devenus si bas qu'on leur imposerait ce type d'unité? Et est-ce que vous accepteriez de mourir pour le drapeau européen? Personnellement, moi non. Je ne suis pas du tout persuadé. Je pense qu'on meurt au combat d'ailleurs pour des choses beaucoup plus simples. On meurt souvent au combat quand vous lisez parce qu'on a des camarades et qu'il y a une fraternité d'armes qui se met en place au niveau de l'unité et qu'on ne veut pas laisser tomber les copains. Après, les considérations plus importantes, elles relèvent pour l'instant, je pense, de notre inconscient, de notre structuration mentale, de la nation et de la patrie. Alors, je voudrais finir sur la question de la dissuasion, si on en parle un peu ce soir, parce que c'est très important. D'abord, vous avez 800 PME en France qui travaillent pour la dissuasion. Ensuite, on vous parlera des deux composants. Je les ai évoqués très rapidement. Nos 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et puis les 2 escadrons pour l'instant de Rafale, avec un missile qu'on appelle la SMPA, que la France est la seule au monde à avoir dans son arsenal. À tel point qu'à un moment, on se demandait si les Américains ne voulaient pas l'acheter. C'est un missile en l'état actuel qui n'est pas interceptable, parce qu'il vole trop vite, et qui permet une gesticulation exceptionnelle. Vous imaginez, vous faites partir de votre sous-marin nucléaire lanceur d'engins un missile avec plusieurs têtes. C'est en général des gros explosifs. Parce qu'avec la SMPA, vous pouvez tirer un missile qui n'a pas forcément d'explosifs, pour montrer à l'adversaire, ou qui en a, pour montrer à l'adversaire dans une zone non habitée, mes intérêts vitaux, il ne faut pas y toucher. Et à chaque fois que vous avez un nouveau président de la République, je rappelle, normalement il doit tenir un discours pour expliquer quels sont les intérêts vitaux de la France. Chirac, par exemple, a fait plusieurs discours qui changeaient un petit peu. Et nos voies d'approvisionnement font partie, pour moi, de nos intérêts vitaux. Imaginez un pays qui n'ait plus d'accès au pétrole, qui n'ait plus d'accès aux matières premières, parce que je pense aux terres rares, qui n'ait plus d'accès à tout ce qui permet de faire tourner son industrie. Et cette dissuasion, elle nécessite tout un ensemble d'objets qui sont autour. C'est-à-dire que pour la marine, les frégates dont j'ai parlé, les sous-marins nucléaires d'attaque, tout cela est lié avec la dissuasion. Pour l'armée de l'air, les ravitailleurs en vol, bien sûr, sont nécessaires parce que la longe des avions est insuffisante. Les appareils éventuellement type AWACS sont nécessaires. Vous voyez bien que la dissuasion nécessite tout un ensemble d'objets que vous pouvez utiliser pour d'autres missions. Mais si vous supprimez la dissuasion, vous allez économiser quoi? Vous allez économiser 300 millions d'euros pour la composante air, alors que les nouvelles unités sont rentrées en service, le Rafale, la SMPA,
et priver le chef de l'État d'un outil de gesticulation majeur, pour les raisons que j'évoquais. Donc, de grâce, à chaque fois qu'on vous dira qu'il y a deux composantes, n'oubliez pas que les deux composantes sont liées, qu'on ne peut pas imaginer, pour moi, l'une sans l'autre, de même que la question de la dissuasion des armements dits non conventionnels est liée avec la défense conventionnelle. Vous ne pouvez pas avoir de dissuasion si vous n'avez pas un outil de défense conventionnelle suffisamment équipé. Par contre, pourquoi des pays comme l'Iran, constitués de gens avec 3000 ans d'histoire, voudraient-ils avoir accès à la dissuasion? Pourquoi, en Corée du Nord, y a-t-il cette gesticulation? Tout simplement parce que cette dissuasion assure, en l'état actuel de notre connaissance, la sécurité ultime d'un pays. Et l'investissement que vous faites en tant que contribuable, il est d'à peu près 3,3 milliards d'euros sur un budget, 3,3 milliards d'euros, oui, sur un budget d'un peu plus de 30 milliards d'euros. Vous avez à peu près 10% d'effort qui est consacré à la dissuasion. Sur les têtes nucléaires, que vous soyez informés, nous en avons 300. Nous pouvons le dire parce que ça n'est plus un secret à défense. Pourquoi 300? Parce que quand vous avez un de nos bateaux, un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, qui part en mission, il emmène 16 missiles qui peuvent avoir jusqu'à 6 têtes. Vous êtes donc à 96 têtes au maximum. Il faut avoir un deuxième bateau qui soit prêt à partir si le premier a un pépin. Ou bien quand vous avez un bateau qui revient de mission, le deuxième part en mission à son tour. Ce qui fait que le nombre de 4 sous-marins, c'est vraiment le nombre minimum pour que vous ayez toujours un bateau qui soit quelque part en opération pour cette mission. Il faut au moins 2 jeux de tête. Et n'oubliez pas que, comme toutes les munitions, les têtes nucléaires s'entretiennent. Il faut les réviser. Il faut les maintenir en état. Une munition, ce n'est pas un objet que vous achetez, vous mettez dans un casier et que vous sortez ou vous ne sortez pas. C'est un objet que vous devez réviser, entretenir, et c'est la même chose pour votre tête nucléaire. Et puis à ça, vous rajoutez les têtes que nous avons sur les fameuses SNPA. Donc aujourd'hui, votre pays a vraiment, lorsque le chef de l'État et les chefs d'État successifs le disent, nous sommes vraiment sur ce sujet à la stricte suffisance pour maintenir une dissuasion H24 avec la force océanique stratégique et cette capacité de projection éventuelle d'autres types de missions avec la composante R. N'oubliez pas non plus que tout cela, certes terrible, fait partie d'un jeu. Quand vous lancez une mission, par exemple, des forces aériennes stratégiques, vous n'effectuez pas la mission de bout en bout. Parce qu'évidemment, tout cela est surveillé par tous nos camarades qui ont des satellites et qui nous espionnent. N'oubliez pas non plus que normalement, pour ces missions-là, les têtes ne sont pas assemblées sur les missiles. Donc, vous avez des missions qui consistent à montrer que vous êtes capable de faire un vol à longue distance avec des ravitaillements au vol. Vous avez des missions qui montrent que vous êtes capable d'assembler votre projectile sur son vecteur, que vous êtes capable de décoller ou d'atterrir avec. Mais évidemment, vous ne faites pas la mission de bout en bout parce que ça signifierait un acte d'agression. Alors maintenant, quel est l'avenir sur tous ces sujets très rapidement que je vais un peu aborder ce soir? Eh bien, pour la dissuasion, puisque je finissais par là, le chef de l'État, normalement, doit avoir un comité des choix stratégiques. Il va falloir décider des investissements à venir pour cette composante. Est-ce qu'on lance un nouveau type de sous-marin nucléaire lanceur d'engin? Est-ce qu'on choisit d'améliorer le missile actuel M51 ou est-ce qu'on fait un M52? Quid de l'hyperpropulsion? Parce que c'est ça qui devrait être une des grandes révolutions, c'est-à-dire d'avoir des armements éventuellement qui volent à Mach 7. Et ce qui change complètement les questions d'espace et de temps. Parce que si vous avez 30 minutes, entre le moment où le projectile part et où vous devez prendre la décision, c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire que là aussi, on va arriver à un système où les temps de décision devront être de plus en plus brefs. Et ça pose aussi un problème de la convergence entre les vecteurs qui portent des armements conventionnels et ceux qui portent des armes nucléaires. Les problèmes, par exemple, que les Américains peuvent poser,
puisqu'ils ont une tendance déjà à réformer plusieurs de leurs sous-marins nucléaires sans d'engins pour les utiliser pour lancer des missiles de croisière avec des explosifs conventionnels. Mais à partir du moment où vous avez la même signature pour un missile de croisière qu'il emporte une tête nucléaire ou qu'il emporte un projectile dit conventionnel, quelle décision en face adopter? Quels risques supplémentaires encourons-nous? Autre problématique qui avait été abordée il y a à peu près 5 ans, je suis étonné qu'elle ne revienne pas plus sur le devant de la scène avec la question de la Corée du Nord, c'est la question de la défense antimissile balistique. Défense antimissile balistique, c'est le rêve d'avoir un système de défense qui intercepte tous les missiles ou toutes les têtes de l'adversaire, qui serait une espèce de bouclier invincible. Sauf que, en matière de dissuasion nucléaire, il suffit d'un projectile qui passe. Et le monde est changé. Et vous savez que la position de la France, comme celui d'autres pays comme la Russie, c'était d'être contre. Et je pense personnellement que la question de la défense antimissile balistique, outre la technologie ne semble pas être prête, il nécessitera des sommes considérables en investissement, modifie complètement le jeu stratégique. D'où les réactions russes, par exemple, sur l'implantation de systèmes de protection de théâtre, type patriotes, en Europe centrale, qui sont vécus du point de vue russe comme une agression, puisque changeant la donne et l'équilibre. J'ai évoqué pour les armements conventionnels les questions d'entrée éventuellement en service des nouveaux blindés avec le programme Scorpion. On peut s'interroger, à mon sens, sur 2 autres domaines. Le premier domaine, c'est celui de la robotique, puisque vous avez la question de l'exosquelette qui peut se poser, sur laquelle travaillent beaucoup les Américains. La question de ces mules qui sont des robots qui vont transporter les munitions dans les zones dangereuses, mais aussi la question de l'automatisation et de la décision autonome par un système artificiel, c'est-à-dire d'intelligence non humaine, de délivrer le feu. D'où les débats que vous aviez en France sur la nécessité ou non d'armer les drones. Et fait intéressant dans l'esprit humain, les gens qui utilisent des drones à distance pour délivrer la mort, là j'ai fait un anglicisme, pardon, pour donner la mort, eh bien ont le même stress que ceux qui le font réellement. D'un côté, je trouve que c'est assez rassurant sur l'humain et sur l'intelligence humaine, et il faut le rappeler. Et puis, il y a un domaine aussi sur lequel j'ai très peu d'informations, mais je suis persuadé qu'il y a des recherches, c'est la question des psychotropes. Parce que vous savez bien que pendant la bataille d'Angleterre, les pilotes prenaient des amphétamines pour pouvoir tenir au moins 3 jours. On a ces recherches qui sont, je suis persuadé, sont poursuivies. Pendant la guerre d'Irak, pour qu'un combattant puisse tenir sans sommeil, éventuellement en s'alimentant le moins possible, pendant un temps bref, on le dépose quelque part, il se bat et on le récupère. Et là, vous rentrez dans des tas de films de science-fiction que vous connaissez aussi bien que moi. Donc, rassurez-vous, je pense que l'humain continuera à inventer les systèmes les plus extraordinaires qui soient pour essayer d'exterminer, d'écrabouiller son adversaire. Pour nous, Français, la question est simple. 1. Pas de partage de la dissuasion, parce qu'il faut un chef au sommet pour prendre la décision. On ne va pas convoquer un Parlement pour prendre la décision de tirer si vous avez 1 heure, quelques minutes pour décider. 2. Produire les investissements nécessaires qui seront de l'ordre de 3 milliards d'euros supplémentaires par an dans les années qui viennent pour maintenir cette capacité. 3. Permettre à nos industriels de faire évoluer les matériels et d'habituer peut-être les forces à avoir des matériels évolutifs plutôt que des grandes quantités à la fois et fabriquer des objets qui permettent à nos jeunes ingénieurs, pour lesquels 10 ans c'est beaucoup trop long entre le temps de la conception et le temps de l'arrivée sur le marché, de le mettre en place. Et ça, c'est très peu évoqué. Et puis quatrièmement, au niveau humain, il faut que je finirai là-dessus, il faut que nos soldats, hommes et femmes, soient correctement traités. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient payés correctement. Ça, c'est le problème de toutes les fonctions publiques. Ça veut dire qu'ils aient des conditions de travail, de logement qui soient correctes. Et vous savez comme moi que
conditions de logement de sentinelle étaient parfois effroyables. Et puis, au nom de tout cela, si nous y parvenons, qui nécessite des changements macroéconomiques, c'est-à-dire de s'interroger si il est utile de dépenser l'argent public, je le dis clairement, même si je suis absolument opposé à M. Macron, pour fabriquer des emplois aidés qui sont des sous-emplois, si cet argent n'est pas plus utile pour fabriquer des vrais emplois qui seraient des emplois de militaires, faire en sorte que ces gens après trouvent une insertion du fait de leurs compétences dans la société, c'est la question autrefois des emplois réservés, et de l'implication aussi de toutes les tranches d'âge à cette question de la défense, non pas pour que la France se sente en permanence assiégée, menacée, mais tout simplement pour qu'elle puisse continuer à exister, parce que je suis persuadé que l'adage romain reste d'actualité: si tu veux la paix, prépare la guerre. Voilà. Pardonnerez, j'étais évidemment très généraliste, mais je voulais aborder un peu rapidement tous ces sujets. Je ne sais pas si c'est ce que vous attendiez. Maintenant, je suis à votre disposition. Merci beaucoup.